Aristote, Constitution d'Athènes, traduction par Monsieur Aussoulier, directeur adjoint de l'École pratique des hautes études. Première partie, Histoire de la Constitution d'Athènes, chapitre 1 à 41. On sait que le commencement manque dans le papyrus de Londres. Énumérant au chapitre 41 les différentes modifications qu'a subies la Constitution d'Athènes, l'auteur n'en compte pas moins de 11 depuis l'établissement d'Ion jusqu'à la restauration définitive de la démocratie. Tel qu'il nous a été rendu, l'ouvrage commence à la description de l'état social d'Athènes avant Dracon. Il nous manque donc l'époque d'Ion et celle de Thésée. Pour compléter, dans la mesure du possible, ce tableau de l'histoire athénienne, nous joignons à notre traduction les fragments de cette partie perdue qui nous ont été plus ou moins fidèlement conservés par les historiens postérieurs, les grammairiens ou les lexicographes. Époque d'Ion. Paragraphe 1. La royauté. Paragraphe 2. Le culte d'Apollon Patroos. Paragraphe 3. Les 4 tribus. Paragraphe 4. Les rois des tribus. Paragraphe 1. La royauté. Héracléides. Les Athéniens à l'origine étaient gouvernés par des rois. Quand Ion se fut établi au milieu d'eux, ils reçurent pour la première fois le nom d'Ioniens. Sur les circonstances dans lesquelles Ion aurait été appelé à Athènes, voir Constitution d'Athènes, chapitre 3, paragraphe 2, le culte d'Apollon Patroos. Harpocration, le dieu de Delphes, une des nombreuses épithètes du dieu, c'est depuis Ion que les Athéniens honorent en commun Apollon sous ce nom. Aristote dit que les Athéniens ne furent appelés Ioniens et ne donnèrent à Apollon le surnom de Patroos qu'après l'établissement d'Ion en Attique. 3. Les 4 tribus. Voir Constitution d'Athènes, chapitre 41. Harpocration. Les membres d'un même génos, tous les citoyens étant divisés en groupes, les premiers et les plus grands de ces groupes s'appelaient des tribus. Chaque tribu était elle-même divisée en 3 groupes qu'on appelait triti et fratrie. Enfin, chaque fratrie comprenait 30 génés, dans le sein desquels le sort désignait les titulaires des sacerdoces qui leur appartenaient. Par exemple, les génés des Eumolpides, des Kéris, des Éthéoboudades, ainsi que le montre Aristote dans la Constitution d'Athènes. Paragraphe 4. Les rois des tribus. Voir Constitution d'Athènes, chapitre 41. Pollux 8, 111. Les rois des tribus, au nombre de 4, choisis parmi les Eupatrides, s'occupaient surtout des choses de la religion. Ils se réunissaient au palais royal près du Boucoléon. 1. Époque de Thésée. 1. Affaiblissement de la royauté. Voir Constitution d'Athènes, chapitre 41. Plutarque, Vie de Thésée 25. Voulant agrandir encore la cité, il appela tous les gens du peuple, leur promettant les mêmes droits. Et l'on dit que la phrase « Venez tous ici, gens du peuple » vient d'une proclamation qui fut faite par Thésée pour convoquer une assemblée générale. Mais il ne voulut pas que la démocratie fût sans ordre et que la foule qui l'y versait s'y confondît sans distinction. Le premier, au contraire, il sépara les Eupatrides des cultivateurs et des artisans. Aux Eupatrides, il réserva le droit de connaître les choses divines, de fournir les magistrats, d'enseigner les lois, d'interpréter le droit public et le droit sacré.
Entre les autres citoyens, il établit comme une sorte de balance. Les eupatrides semblaient avoir l'avantage de la considération, les cultivateurs de l'utilité, les artisans du nombre. Qu'il inclina le premier vers la foule, comme le dit Aristote, et qu'il renonça au pouvoir absolu, c'est ce que semble témoigner Homère dans le catalogue des vaisseaux, où les Athéniens seuls sont désignés du nom de peuple. Sur les troubles qui avaient précédé le gouvernement de Thésée et sur ceux qui suivirent jusqu'à l'attentat de Cylon, voir Héracléides. Dans l'état actuel, la constitution d'Athènes commence au récit des mesures prises pour purifier Athènes du meurtre de Cylon. Héracléides ibidem 2. Mégaclès et les siens massacrèrent les partisans de Cylon, qui, après avoir tenté d'établir la tyrannie, s'étaient réfugiés sur l'autel de la déesse. Les meurtriers furent ensuite chassés comme coupables d'un sacrilège. Nous savons, par Plutarque, 5 de Solon 12, que le jugement fut rendu par un tribunal formé de 300 nobles, et que l'accusation fut soutenue par un citoyen du nom de Myron. C'est sur ce nom que s'ouvre la Constitution d'Athènes. Constitution d'Athènes, chapitre 1. Condamnation des Alcméonides, Épiménide. Après que Myron eut parlé, les juges, choisis parmi les familles nobles, prêtèrent serment sur l'autel. Ils condamnèrent les sacrilèges, on arracha donc de leur sépulture, et l'on jeta les ossements des coupables, et la famille des Alcméonides fut condamnée à l'exil perpétuel. C'est après ces événements qu'Épiménide de Crète purifia la ville. Chapitre 2. Institution sociale d'Athènes. Athènes, divisée par les dissensions des nobles et de la plèbe, traversa ensuite une longue période de troubles. La constitution d'alors était, en effet, une oligarchie absolue où surtout les pauvres étaient les serfs des riches, eux, leurs enfants et leurs femmes. On les appelait clients et cisonniers. Ils cultivaient en effet les champs des riches, à la condition de ne garder pour eux qu'un sixième des fruits. La terre était tout entière entre les mains d'un petit nombre d'hommes, et si les cultivateurs ne payaient pas leurs redevances, ils s'exposaient à être vendus, eux et leurs enfants, car les débiteurs étaient soumis à la contrainte par corps. Et il en fut ainsi jusqu'à Solon, le premier chef du parti démocratique. Sous un tel régime, le peuple souffrait surtout, et s'irritait de ne pas avoir sa part de la terre. Mais il avait bien d'autres sujets de mécontentement, car, à vrai dire, il n'avait aucun droit. Chapitre 3. Institution politique. Voici quelle était l'organisation de l'ancienne constitution qui était en vigueur avant Dracon. Les magistrats étaient choisis dans les familles nobles et riches. Les charges furent d'abord conférées à vie, puis seulement pour 10 ans. Les plus importantes et les premières en date des magistratures furent celles du roi, du polémarque et de l'archonte. De celles-ci, la première fut celle du roi, qui existait à l'origine. La polémarchie fut instituée en second lieu, parce que certains rois avaient montré de la faiblesse à la guerre. C'est ainsi que, pressés par la nécessité, les Athéniens avaient fait appel à Ion. La dernière de ces magistratures fut l'Archontat. Elle aurait été instituée sous le règne de Médon, selon la plupart des auteurs, sous celui d'Acastos, selon quelques autres, et ces derniers ajoutent comme preuve que les 9 archontes s'engagent dans leur serment à remplir leurs charges comme au temps d'Acastos.
Ce serait donc sous son règne que les Codrides auraient cédé à l'Archonte quelques-uns de leurs privilèges. Quoi qu'il en soit de ces deux dates, il y a peu d'intervalle entre les deux époques, et nous avons la preuve que l'Archontat fut institué en dernier lieu. L'Archonte, en effet, à la différence du roi et du polémarque, n'a à veiller sur aucun des cultes établis par les ancêtres, mais seulement sur des cultes d'origine récente. Aussi, cette magistrature n'est-elle devenue importante qu'assez tard, après s'être accrue de nouvelles attributions. Les thesmothètes n'ont été institués que bien des années après, alors que déjà les magistratures n'étaient conférées que pour un an. On les chargea de rédiger par écrit les décisions ayant force de loi et de les garder pour servir à juger ceux qui les violeraient. De telles fonctions expliquent que seuls les démosthètes ne soient jamais restés plus d'une année en charge. Tel est l'ordre dans lequel se sont succédés ces magistrats. À l'origine, les 9 archontes ne se tenaient pas tous dans le même édifice. Le roi occupait l'édifice qu'on appelle aujourd'hui Boukoléon, près du Prytanée. La preuve en est que, aujourd'hui encore en cet endroit, est célébrée l'union de la femme du roi avec Dionysos. L'Archonte se tenait au Prytanée, le polémarque à l'Épilykeion. Ce dernier édifice s'appelait primitivement Polémarkeion, mais après qu'Épilykos l'eut reconstruit et aménagé de nouveau, pendant qu'il était polémarque, on lui donna le nom d'Épilykeion. Les thesmothètes occupaient le Thesmothéteion. C'est là que du temps de Solon, tous les archontes se réunirent. Les archontes jouissaient du droit de juger souverainement dans les affaires qui leur étaient soumises. Ils n'étaient pas, comme maintenant, simplement chargés de l'instruction. Voilà pour ce qui concerne les archontes. Quant à l'aréopage, il devait veiller à la conservation des lois. Il avait dans l'État les pouvoirs les plus étendus et l'autorité la plus haute, disposant du droit souverain d'infliger des châtiments ou des amendes aux auteurs de tout désordre. Les aréopagites se recrutaient parmi les archontes, et ceux-ci avaient été pris dans les familles nobles et riches. Aussi, cette charge est-elle la seule qui soit restée viagère? Elle l'est encore. Chapitre 4. Époque de Dracon. Constitution de Dracon. Telle était, dans ses grands traits, la première constitution. Ensuite, et avant qu'un long temps se fût écoulé, sous l'archontat d'Aristaechmos, Dracon établit ses lois. En voici l'économie. Les droits politiques étaient réservés à ceux qui étaient en état de s'armer. Ceux-ci élisaient les 9 archontes et les trésoriers parmi les citoyens possédant une fortune d'au moins 10 mines, libres de toute charge. Les magistrats inférieurs parmi les citoyens qui étaient en état de s'armer. Les stratèges et les hipparques parmi ceux qui prouvaient une fortune d'au moins 100 mines, exemptes de toute charge, et qui déclaraient des enfants légitimes, nés d'un mariage légitime et âgés d'au moins 10 ans. Tous ces magistrats étaient, jusqu'à la reddition des comptes, placés sous la surveillance des prytanes, des stratèges et des hipparques de l'année d'avant. Les contrôleurs des comptes étaient de la même classe que les stratèges et les hipparques. Le conseil était formé de 401 membres désignés par le sort parmi les citoyens. Pour se présenter au tirage au sort de cette charge et des autres magistratures, il fallait être âgé de plus de 30 ans, et nul ne pouvait en exercer une 2 fois avant que tous les candidats fussent tombés au sort.
Le tirage recommençait alors avec tous les noms. Tout conseiller qui manquait une séance du Conseil ou de l'Assemblée du peuple était condamné, s'il appartenait à la classe des pentacosiomedimnes, à 3 drachmes d'amende, à 2 s'il était de la classe des cavaliers, à 1 s'il était zeugite. Le Sénat de l'Aréopage était le gardien des lois et veillait sur ce que tous les magistrats s'y conformassent dans l'exercice de leurs charges. Tout citoyen victime d'une injustice de la part d'un magistrat avait le droit de déposer une accusation devant l'Aréopage en produisant la loi violée à son détriment. Mais, comme on l'a dit, les pauvres étaient soumis à la contrainte par corps pour dette, et la terre était toujours entre les mains d'un petit nombre d'hommes. Chapitre 5. 3. Époque de Solon. Commencement de la démocratie. Solon est choisi comme conciliateur. Un pareil régime et l'asservissement de la multitude au petit nombre soulevèrent le peuple contre les nobles. La lutte fut acharnée, et les deux partis étaient depuis longtemps debout l'un contre l'autre, quand ils s'entendirent pour prendre Solon comme conciliateur et l'élire archonte. 594 A.C.N. Ils s'en remettent à lui du soin de réformer la Constitution, se souvenant de cette élégie qu'il avait faite et dont voici le début. Je sais tout le mal, et je souffre au fond de mon cœur quand je vois l'aîné des terres d'Ionie. Dans la suite, il attaque à tour de rôle les uns et les autres et leur donne tort et raison, pour les pousser enfin à mettre d'un commun accord un terme aux dissensions qui se sont élevées entre eux. Solon, par sa naissance et par sa réputation, comptait parmi les premiers des citoyens. Par sa fortune et sa situation, il faisait partie de la classe moyenne. On le sait d'ailleurs et lui-même le proclame dans ses vers où il exhorte les riches à la modération. Sachez calmer en vos cœurs la violence de vos sentiments, vous qui en êtes venus au dégoût de vos biens trop abondants. Sachez maintenir votre grande âme dans la modération, car pour nous, nous ne vous céderons pas et tout n'ira pas droit pour vous. C'est ainsi qu'il rejeta toujours sur les riches toute la responsabilité des dissensions. Aussi dit-il au commencement de son élégie qu'il redoute l'avarice et l'orgueil d'où est née la haine. Chapitre 6. Solon, suite. Réforme sociale, abolition des dettes. Devenu maître du pouvoir, Solon a franchi le peuple en défendant que dans le présent et à l'avenir, la personne du débiteur servit de gage. Il donna des lois et abolit toutes les dettes, tant privées que publiques. C'est la réforme qu'on appelle la délivrance du fardeau, par allusion à la charge qu'ils avaient comme rejetée de leurs épaules. On a essayé d'attaquer Solon à ce sujet. Au moment, en effet, où il projetait l'abolition des dettes, il lui arriva d'en parler à l'avance à quelques-uns des nobles et ses amis, selon la version des démocrates, firent à l'encontre de ses projets une manœuvre dont il aurait aussi profité, ajoutent ceux qui le veulent calomnier. Ils s'entendirent pour emprunter de l'argent et acheter beaucoup de terres, et l'abolition des dettes survenant presque aussitôt, ils firent fortune. Ce fut, dit-on, l'origine de ces fortunes que, dans la suite, on fit remonter à une si haute antiquité. Mais la version des démocrates est plus plausible. L'autre n'a pas la vraisemblance pour elle. Comment un homme
qui fut si modéré et si attaché aux intérêts publics, que, pouvant tourner les lois à son profit et établir sa tyrannie dans la ville, il s'attira plutôt la haine de l'un et de l'autre parti, mettant l'honneur et le salut de la cité au-dessus de ses propres intérêts, se serait-il sali à d'aussi petites et aussi indignes opérations. Et ce n'est pas le pouvoir qui lui manqua, et c'est bien lui qui porta remède au mauvais état des affaires. Lui-même l'a rappelé souvent dans ses vers, et tous les auteurs sont d'accord sur ce point. Il faut donc regarder comme mensongère une telle accusation. Chapitre 7. Solon, suite. Réforme politique, loi de Solon, les 4 classes censitaires. Il établit une constitution et donna d'autres lois. On abrogea en effet celle de Dracon, à l'exception des lois sur le meurtre. Les lois nouvelles furent inscrites sur des tables triangulaires qu'on exposa dans le portique royal, et tous jurèrent de les observer. Les 9 archontes prêtèrent serment sur la pierre et s'engagèrent à offrir une statue d'or dans le cas où ils en violeraient quelqu'une. De cette époque date cet engagement qui se trouve encore dans le serment qu'ils prêtent aujourd'hui. La durée des lois fut fixée par Solon lui-même à 100 ans. Voici la constitution qu'il établit. Il maintint la division antérieure des citoyens en 4 classes censitaires: Pentacosio Medimne, cavaliers, zeugites et têtes. Il réserva les magistratures, à savoir les charges des 9 archontes, des trésoriers, des polettes, des 11 et des colacrètes, aux 3 premières classes. Encore étaient-elles attribuées à chacune de ces classes selon les degrés du sens. La classe des têtes ne reçut que le droit de siéger à l'assemblée du peuple et aux tribunaux. Les sens étaient les suivants. Le Pentagosium Médine devait faire sur sa terre 500 médimnes de sec et de liquide, l'un dans l'autre. Le cavalier devait en faire 300, ou, selon une autre explication, être en état d'entretenir un cheval. Cette explication se fonde sur le nom même de la classe, qui viendrait du fait d'être montée, et sur les offrandes des anciens. On voit en effet sur l'acropole une statue de Diphilos, avec l'inscription suivante: Antémion, fils de Diphilos, a consacré cette statue au dieu, pour avoir de la classe des têtes passé dans celle des cavaliers. Et à côté de lui se tient en guise de preuve un cheval, allusion à la classe des cavaliers. Il n'en est pas moins plus probable que les cavaliers, comme les Pentacosiomnédines, se distinguaient des autres classes par le nombre des mesures. Les zeugites devaient faire 200 médimnes, secs et liquides, l'un dans l'autre. Tous les autres citoyens formaient la classe des têtes. Ils n'avaient accès à aucune magistrature. Aussi, aujourd'hui encore, quand on demande à un candidat qui se présente pour tirer au sort quel est son sens, nul ne s'avise de répondre celui des têtes. Chapitre 8. Solon, suite. Réforme politique, les magistratures, tirage au sort des 9 archontes, rois et nocrares, conseil et aréopage. Solon institua le tirage au sort pour les magistratures, mais en le combinant avec une élection préalable qui avait lieu dans chacune des tribus. Ainsi, pour la désignation des 9 archontes, chaque tribu élisait 6 candidats, entre lesquels le sort décidait.
De là vient l'usage, encore en vigueur, de tirer au sort dans chaque tribu 10 candidats, parmi lesquels le sort désigne le magistrat. Ce qui prouve aussi que Solon institua pour les magistratures le tirage au sort en tenant compte du sens. C'est la loi qui régit aujourd'hui encore le choix des trésoriers et prescrit que les trésoriers soient tirés au sort parmi les Pentacosium-Médines. Telles sont les règles de Solon relatives aux 9 archontes. Anciennement, l'aréopage les faisait comparaître devant lui pour les examiner et ne les envoyait en possession de la charge pour l'année qu'après les en avoir jugés dignes. Il y avait, comme auparavant, 4 tribus et 4 rois des tribus. Chaque tribu était divisée en 3 tritii et 12 nocraries. À la tête de chaque nocrarie était un nocrare, qui veillait à la levée des contributions et soldait les dépenses. Aussi lit-on en plus d'un endroit dans les lois de Solon, qui ne sont plus en vigueur aujourd'hui, que les fonds seront levés par les nocrares et les dépenses à la charge de la caisse des nocrares. Solon institua un conseil des 400 membres, 100 par tribu. Pour l'aréopage, il lui maintint la garde des lois, et, comme par le passé, ce Sénat fut chargé de veiller sur la Constitution. En possession de l'autorité politique la plus haute et la plus étendue, il surveillait les citoyens et frappait ceux qui commettaient quelque infraction aux lois, car il disposait souverainement du droit d'infliger une amende ou un châtiment. Il remettait à la caisse publique le montant des amendes qu'il avait prononcées, sans ajouter le motif de la punition. À toutes ces prérogatives, Solon ajouta celle de juger les complots ourdis pour la ruine de la démocratie. Telles furent ces dispositions législatives en ce qui concerne le conseil et l'aréopage. Voyant aussi qu'au milieu des troubles qui divisaient la ville, nombre de citoyens, par indifférence, s'en remettaient au hasard, il porta contre eux cette loi singulière. Quiconque, en temps de trouble, ne prendra pas les armes pour l'un des 2 partis, sera frappé d'athymie et exclu de la cité. Voilà ce qui concerne les magistratures. Chapitre 9. Solon, suite. Éléments démocratiques de sa constitution. Dans toute la constitution de Solon, 3 mesures semblent avoir été particulièrement favorables au progrès de la démocratie. D'abord et surtout, l'abolition de la contrainte par corps pour dette. Ensuite, la faculté donnée à chaque citoyen de poursuivre les auteurs des injustices commises au détriment de qui que ce fût. Enfin, le droit d'en appeler au tribunal. Ce fut, dit-on, ce qui donna dans la suite tant de puissance au peuple. Car rendre le peuple maître du vote, c'est mettre toute la Constitution à sa merci. Ajoutons que, ces lois étant d'une rédaction obscure et compliquée, comme par exemple la loi sur les héritages et sur les épicières, il en résultait nécessairement nombre de contestations, si bien que le règlement de tous les différends, privés et publics, appartenait aux tribunaux. Certains pensent que Solon a recherché cette obscurité pour ses lois, afin d'attribuer au peuple le droit de décider en cas de conflit. Mais cette explication est peu vraisemblable. La vérité est qu'il lui était impossible d'atteindre la perfection, étant donné le caractère général des lois. Aussi bien, n'est-ce pas, d'après ce qui se passe aujourd'hui, mais d'après l'ensemble de ces réformes politiques, qu'il est juste de juger ses desseins.
Chapitre 10. Solon, suite. Réformes économiques. Mesures, monnaies et poids. Voilà donc ce qui, dans ces lois, favorisa le développement de la démocratie. L'abolition des dettes avait précédé la promulgation des lois. L'augmentation des mesures, poids et monnaies l'a suivie. Les mesures en usage jusqu'alors étaient celles de Phéidon d'Argos. Solon les agrandit. La mine valait jusque-là environ 70 drachmes. Sa valeur fut portée à 100. L'unité était alors le didrachme. Pour les poids, Solon les mit en rapport avec sa monnaie, c'est-à-dire que 63 mines formèrent un talent. Les mines étaient subdivisées en statères et autres sous multiples. Chapitre 11. Solon, suite. Mécontentement général après les réformes de Solon. Une fois l'ordre établi dans la Constitution comme il a été dit, les Athéniens allaient trouver Solon et l'importunaient de reproches ou de questions au sujet des lois. Ne voulant pas y toucher, ni exciter la haine en restant plus longtemps, il entreprit un voyage d'affaires et d'études en Égypte. Son absence, disait-il, devait durer 10 ans. À son avis, en effet, il n'était pas juste qu'il restât pour interpréter ces lois, mais chacun devait se conformer à la lettre de la loi. En même temps, beaucoup de nobles lui étaient devenus hostiles à cause de l'abolition des dettes, et les deux partis avaient changé d'attitude à son égard parce que sa constitution n'avait pas répondu à leur attente. Le peuple croyait que Solon ferait un partage de toutes les terres, et les nobles qu'il les ramènerait aux institutions du passé, ou qu'il s'en écarterait peu. Mais lui s'était opposé aux deux partis, et alors qu'il eût pu, avec l'appui de l'un ou de l'autre, usurper la tyrannie, il avait préféré, au prix de la haine de tous deux, sauver sa patrie et établir les meilleures lois. Chapitre 12. Solon, fin. Témoignage de Solon lui-même sur ses réformes. C'est bien ainsi que les choses se passèrent. Tous les autres auteurs s'accordent à le dire, et Solon lui-même, dans ses vers, le rappelle en ces termes. J'ai donné au peuple autant de pouvoir qu'il lui en faut, sans rien retrancher de son droit, ni rien y ajouter. Quant à ceux qui avaient la puissance, et dont les richesses pouvaient exciter l'envie, je leur ai défendu aussi de commettre aucun excès. Je me suis tenu debout, me couvrant de toutes parts de mon solide bouclier, en face des deux partis, et je n'ai permis ni à l'un ni à l'autre de triompher injustement. Il explique encore comment on doit en user avec le peuple. Le peuple n'obéit bien à ses chefs que si on ne le tient ni trop lâche ni trop serré, car la satiété engendre la violence quand une grande richesse échoit à des hommes dont l'esprit est au-dessous de cette fortune. Et ailleurs encore, il dit de ceux qui voulaient qu'on leur partageât la terre. Ceux-ci venaient ardents au pillage et avaient de riches espérances. Chacun d'eux croyait trouver une grande fortune, et malgré la douceur de mon langage, il pensait que je laisserais voir bientôt la violence de mes projets. Vaine pensée. Maintenant, plein d'irritation contre moi, il me regarde de travers, comme un ennemi. Et pourquoi? Les promesses que j'ai faites, je les ai tenues avec l'aide des dieux. Quant au reste, je n'ai pas agi sans raison. Il ne me plaisait pas de rien faire par la violence de la tyrannie, ni de voir les bons et les méchants
posséder une part égale de la riche terre de la patrie. Voici ce qu'il dit aussi sur la misère des pauvres, serfs hier et maintenant libres, grâce à l'abolition des dettes. J'ai mis fin aux maux dont souffrait le peuple. Et pourquoi? Je l'apprends à témoin devant le tribunal du temps, la mère très grande et très bonne des divinités de l'Olympe, la terre noire, dont jadis j'arrachais les bornes qui se dressaient partout à sa surface. Auparavant esclave, la voilà libre aujourd'hui. Ils sont nombreux ceux que j'ai ramenés à Athènes, dans la patrie fondée par les dieux. Beaucoup avaient été vendus, les uns justement, les autres injustement. Ceux-là, réduits à l'exil par la dure nécessité, ne parlaient plus la langue attique, errants qu'ils étaient de tous côtés. D'autres, ici même, subissaient un joug humiliant et tremblaient devant la violence de leur maître. Tous, je les ai rendus libres. Voilà ce que j'ai fait par la force de la loi, en alliant la violence et la justice. Et j'ai tenu jusqu'au haut mes promesses. J'ai donné des lois pour le bon comme pour le méchant, et elles assuraient à chacun une droite justice. Un autre eût-il pris en main, comme moi, l'aiguillon, un homme malveillant et avide, il n'eût pas contenu le peuple. Car si j'avais voulu faire ce qui plaisait alors à l'un des partis, puis ce que voulait l'autre, cette ville fût devenue veuve de bien des citoyens. Voilà pourquoi, résistant de part et d'autre, je me suis trouvé cerné comme un loup par une meute de chiens. Et encore, ripostant par un reproche aux blâmes qui vinrent plus tard des deux côtés, au peuple, puisqu'il lui faut une brutale franchise, je dirais que les biens qu'il possède aujourd'hui, il ne les a même pas vus en rêve, les yeux fermés. Quant aux grands, plus redoutables par leur force, ils devraient me louer et me traiter comme leur ami. Si en effet, quelque autre, dit-il, avait eu ce même honneur que moi, il n'aurait pas contenu le peuple, et ne l'eût pas apaisé, avant d'avoir battu le lait pour en enlever la crème. Mais moi, placé au milieu, ainsi qu'entre deux armées en bataille, je me suis tenu comme une borne infranchissable.